Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine qui démarre. Nous sommes le lundi 14 octobre. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Norbert Tarrer. On est ravis de vous recevoir. Mais c'est notre chouchou. Plaisir partagé. On attaque bien la semaine avec Valérie et Gilles. Voilà, on attaque bien la semaine et on va bien l'attaquer avec vous et avec M6 puisque la meilleure cuisine régionale, c'est chez moi, démarre ce soir à 17h35, 17h30 très exactement, sur M6. Et ça commence avec Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous allez nous raconter tout de ce nouveau programme et Gilles vous a dit ouais, vous avez la belle vie, vous passez votre temps à manger. C'est vrai, mais c'est pas faux, on a une belle vie. Mais après, bon, un tournage quand on le voit à la télé, il faut le vivre. Mais c'est vrai que oui, on n'a pas à se plaindre. Mais c'est la première fois qu'on met en avant les restaurants de terroir de cette façon-là. C'est des restaurants auxquels sont tombés dans l'oubli et c'est des restaurants qui font partie du patrimoine culinaire français et régional surtout et qui font vivre un microcosme hyper intéressant. Nous, quand on vit dans une capitale ou dans une grande ville, on s'en rend pas compte. Là, le vivre au quotidien, passer un moment avec eux et puis leurs fournisseurs et les clients, c'est quelque chose d'assez magique. Et oui, d'ailleurs, on voit ça va être dans le premier épisode de ce soir, il y a un couple qui reprend un restaurant et la première question que posent les habitants, c'est est-ce que tu es du coin ? Exactement, c'est hyper important. Sinon, en fait. Ils viennent pas dans le restaurant. C'est toujours un peu chauvin. C'est comme ça. Ils ont toujours un peu peur parce que ils veulent protéger leur région, leur ville, leur commune. Ils ont toujours peur un peu de ce côté d'affluence touristique qui viennent un peu pas vandaliser, mais un peu piller un peu à des moments. Ils sont devenus un peu. C'est pas troglodytes, mais ils sont devenus très craintifs en fait du tourisme parce que ça apporte. Il y a des bons côtés, mais il y a des très mauvais côtés aussi quand il y a beaucoup de gens qui arrivent en masse. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir que il y a encore des gens qui tiennent à leur région et qui tiennent au terroir français. Ouais, ils sont très, très fiers de leur cuisine, très fiers de leur tradition, des transmissions, mais on va en reparler dans un instant parce que c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors hier, il y avait un capital formidable. Alors il s'intéressait à une... Ça a cartonné en audience. Ça a cartonné. C'est arrivé deuxième. Deuxième des audiences, oui. Ça a battu TF1. Exactement. Une énième fois, c'était le mariage gitan. Et juste bien l'accord de succès là-dessus, capital. Mais ça a tenu toutes ses promesses. Alors pour le mariage, tellement important pour cette communauté, il n'hésite pas sur les moyens. Et Norbert, je vous propose d'écouter la liste des agapes. Écoutez bien cet extrait de l'émission d'hier. 4 magnums de vin pétillant et plus de 200 autres bouteilles. 1500 bières, 1000 panachés, 100 bouteilles de vodka, presque autant de whisky et de rhum. Il y en a pour près de 7500 €. Alcool à profusion, mais aussi nourriture. En plus du traiteur, 70 poulets, 15 rôtis de dinde et 2 agneaux. En tout, 35 000 € de budget pour ce mariage. C'est 3 fois plus que la moyenne nationale. Dans la communauté des gens du voyage, il n'y a pas de menu. Entrée, plat, dessert. La nourriture est servie sur les tables tout au long de la soirée. Ça, c'est du mariage. C'est les grands buffets là. Mais je trouve que c'est le moment de ta vie où tu dois te régaler. Donc je pense qu'ils y vont sans restriction. Ils y vont à fond. Donc, vous êtes marié ? Moi, je me suis démarié il n'y a pas si longtemps, mais je me suis marié. Mais et c'était un grand mariage ? Non, moi c'était un petit hameau qui s'appelait dans le Vaucluse, enfin dans la Drôme. On était une vingtaine et on a dormi sur place. Et c'était le budget, je vais vous le dire, c'était 3 000 € tout compris. Mais dans ce cas-là, vous faites vous-même le buffet ou comment font les chefs ? Est-ce qu'ils demandent à un autre chef ? Comment ça se passe ? Alors tout dépend du chef. Moi personnellement, j'étais chef, mais je faisais très attention au sous. Donc j'ai fait des petits buffets de crudités, des terrines, de la charcuterie, un plat avec une garniture et puis à la fin un croque en bouche comme on appelle ça, avant fromage et puis du vin, une bouteille de blanc, une bouteille de rouge et du champagne pour la fin. Et vous avez déjà fait des mariages ? Est-ce qu'on est venu vous chercher pour être traiteur de mariage ? C'est vrai ? Ça coûte combien, Norbert, pour un mariage ? Alors moi, j'ai pas de société de traiteur, mais c'est vrai que les gens qui m'ont appelé, ils ont des fois aussi des sacrés beaux budgets. Donc c'est vrai que c'est régalade, mais je ne sais pas faire. Quand j'ai pas de laboratoire, mais je ne sais pas faire ce genre d'événement avec mon petit loft. Mais si je devais le faire, oui, ça m'éclaterait parce que le traiteur, l'avantage, c'est que tu achètes ta marchandise déjà vendue.
Donc t'as pas de souci à avoir. C'est ça, déjà vendu, c'est-à-dire que vous achetez, vous savez que là vous avez du plaisir à travailler, vous achetez votre marchandise en sachant qu'elle est vendue. Donc ça c'est hyper agréable. Vous avez vu qu'il y a un service traiteur chez McDo, hein. Certains font des mariages au McDo. Ah bah tout le monde, même les grandes surfaces font des services traiteurs. Maintenant tout le monde sait me traiteur, bien sûr, bien sûr. Vous avez des grandes plaques de pizza, des grandes plaques de focaccia, de quiche. Ah oui. Aujourd'hui le traiteur, on n'en parle pas assez, mais c'est un bon filon. Xavier Niel, qui est comme vous milliardaire, oui, à quelques zéros près, Gilles, arrêtez. A sorti un livre sur comment devenir milliardaire. Il a été interviewé par Quotidien. Vous vous doutez que les taxes qui s'annoncent dans le nouveau budget du gouvernement, eh bien pour le milliardaire de Free, il n'a pas caché son opposition. C'était dans Quotidien. On dit on va taxer les gens qui ont de l'argent, c'est très bien, mais c'est de la démagogie. À la fin, on taxe tout le monde. C'est ça que j'aime pas. Je pense que l'État, à un moment, doit se dire pourquoi on est l'État, la France est le pays dans lequel on a la taxation la plus élevée. Non, mais vous allez voir qu'on sera tous taxés. On a commencé à taxer les retraités en leur disant la retraite, ça sera plus tard. On va taxer tout le monde. C'est ça le problème. C'est pas que c'est juste de vous taxer vous. Je vous dis pas que c'est injuste. Je dis juste que c'est démagogique. Le vrai problème, c'est pas de me taxer moi, c'est de taxer les entreprises. Quand vous taxez les entreprises, elles vont pas pouvoir investir. Vous taxez moi, c'est très bien. Moi, je peux avoir 100% d'impôt, je resterai dans ce pays. Vous êtes chef d'entreprise. Je viens juste de prendre des abonnements chez Free. Je vous assure qu'hier soir, j'ai mis les puces de téléphone portable. J'ai peur que Free augmente ses prix maintenant, alors. Ah oui. Quand il dit ça. Non, mais vous êtes chef d'entreprise. Effectivement, on parle souvent des entreprises, mais qui sont quand même le poumon de la France. C'est le tissu. C'est ce qui fait fonctionner la France. Ouais, l'artisanat, c'est le premier tissu d'emploi de l'entrepreneuriat en France. Et ce que je ne comprends toujours pas, et je ne vais pas faire beaucoup de politique, c'est qu'on ne divise pas, on n'est pas capable de classifier les entreprises aujourd'hui. Et je dis pas qu'il faut taxer que les plus grosses, mais il faut taxer en fonction de la taille de l'entreprise. Moi, je ne comprends pas ce pays où en fait un artisan, une petite PME, une petite PMI, enfin n'importe laquelle, elle va mourir parce que de toute façon, si elle doit embaucher, ça va lui coûter plus cher. Donc elle pourra pas faire plus de clients. Et en fait, on condamne les entreprises soit à rester toutes petites, soit à prendre d'énormes risques auxquels le patron n'a pas forcément envie d'avoir. Il veut être dans la moyenne, il veut avoir 10-15 salariés, c'est tout. Et s'il prend 10-15 salariés, il faut qu'il développe un chiffre d'affaires de malade. Alors, une nouvelle qui va vous ravir, Norbert, et qui va ravir Valérie, parce que je la connais, sur l'art de vivre. Vous savez que désormais, les cafés et bistrots français ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça fait plaisir. Ouais. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Pour commencer la semaine, ça, c'est des très bonnes nouvelles. Et le zinc aussi, vous savez, le fameux zinc, le comptoir. Eh bien, tout ça, ça a été classé à l'UNESCO, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'était un reportage hier dans le 20h de France 2. Pour certains, c'est une habitude, un rituel avant de commencer la journée. Salut, je vous sers quoi? Ces deux amis se sont rencontrés ici, dans cet établissement du centre-ville de Strasbourg, il y a 20 ans. Depuis, c'est un rendez-vous quotidien. On commente l'actualité, chacun donne son avis sur la politique, le sport. Faire attention, parfois ça s'emballe. Hein. Mais ça reste très sympathique et bon enfant. En septembre, ces pratiques sociales et culturelles dans les bistrots et cafés de France ont été inscrites au patrimoine culturel immatériel. Un moyen de préserver ces lieux typiques qui connaissent leur âge d'or au siècle dernier. On comptait alors près de 500 000 établissements en France. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 40 000 sur le territoire, alors cette inscription au patrimoine immatériel pourrait permettre aux cafés de retrouver de leur super. Et oui, mais après, à Paris, c'est vrai qu'on en trouve plus, hein, des petits bistrots. Vous vous souvenez où il y avait l'œuf dur avec du sel? Il y en a encore. Donne-moi une adresse. Valérie, je parlais avec le chauffeur de taxi ce matin, il me disait, moi, quand je veux boire un café, je pars à Gare de Lyon et je me mets devant une machine automatique pour boire mon café. Les cafés ont beaucoup plus de mal à s'ouvrir de très bonne heure. Moi, c'est ce que j'aime dans les cafés parisiens, ou même dans les grandes villes, c'est quand ils ouvrent de bonne heure pour les leftos, où tu peux aller boire ton café. Là, justement, ça rejoint ce qu'on disait avec les entreprises. Vu que ça coûte très cher d'employer les gens, t'as les cafés qui n'ouvrent pas aussi. Qui ouvrent dans les quartiers d'affaires, peut-être un peu plus. Et vous vous souvenez, le petit œuf dur avec du sel ou du jambon beurre. C'est dur de trouver un jambon beurre aussi. Moi, ce que j'aimais, c'est le mec qui avait déjà le petit ballon de rouge. Avec modération, bien sûr, mais j'adorais ces ambiances. Dans Question pour un champion, présenté par Samuel Etienne, un candidat, vous avez vu que j'ai fait quand même zapping pour vous, est passionné de fromage et il a inventé une nouvelle discipline. Amateur de fromage, amateur de calembour. Oui. Vous aimez jouer avec les mots. Amateur de camembert. Exactement. Qu'est-ce qu'un camembert? Alors, un camembert, c'est un jeu de mots fait avec un nom de fromage. Il nous faut un exemple, Ludovic, il nous faut un exemple. Où est Mozart? Attendez. Où est Mozart?
Mozzarella. Mozzarella. Estelle, vous l'aviez trouvé, moi? Oui. 3 points pour Estelle, c'est parti. J'adore ce genre de vanne. Bah, Mais je sais bien. J'adore. quand J'en ai une pour vous ce matin. Allez-y. C'est quoi un chat avec 4 roues motrices? Un chat avec 4 roues motrices? Un 4x4. Moi j'adore. C'est vos enfants qui vous. Et non, c'est vous il m'enferme tout de suite. Il m'éjecte de la maison si je fais des vannes comme ça. Je savais que ce son vous ferait plaisir. J'adore. Mais alors c'est marrant, quand on tape Norbert Tarrer, il y a Oui. marqué cuisinier et Oui. humoriste. Oui, c'est Ouais. parce que j'ai joué au théâtre. Ouais, voilà. Votre émission, c'est un peu la Star Academy des restaurants. Oui, Valérie, ce samedi, c'était le grand retour de la Star Academy. Mais alors, j'ai sélectionné quelqu'un pour vous, Marine, qui a fait l'ouverture avec une chanson de Robert Charlebois. Un jour, quand je serai trop lasse, je songerai à céder ma place. Je me fous pas mal de la critique. Ça vous va quand même. Ouais, je C'est préfère. Marine. J'ai toujours du mal un peu avec les reprises. Ah, Mais à part vous Céline regardez Dion. la Starac Alors, j'ai regardé un petit peu et je trouve que cette saison, il démarre bien. Il y a des bons chanteurs. Il y a Vous des regardez très avec bons vos enfants? Non, je regarde avec ma compagne, seul, ah, Abby. d'accord. Voilà, elle nous a mis ça samedi, c'était la première, donc Ouais. elle nous a dit regarde, et elle m'a dit qu'il y avait 6 très bons chanteurs en tout cas. Allez, on va se retrouver dans un instant avec vous, Norbert Tarret, avec Gilles, Gilles, un auditeur qui vous suit et qui dit: vous aviez dit dans les médias que vous alliez vous consacrer au restaurant et mettre en stand-by les émissions culinaires. Pourquoi cette émission? Suspense. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Norbert Tarrer. Bonjour. Non, c'est déjà. Rebonjour. Bonjour Valérie, bienvenue. Non. Vous êtes évidemment un chef. Tout le monde vous connaît. Oui, non, mais j'étais dans mes pensées. J'étais en train de relire mes notes. Voilà. Donc, je rappelle qu'on vous a connu dans la saison 3 de Top Chef et puis plein d'émissions sur M6, Exactement. La Boulangerie, Norbert et Jean, le commis d'office, bref. Et donc Gilles, notre Le auditeur, zapping. posait une question. On a fait Xavier Niel, on a fait la Starac. Arrêtez. Vous savez que l'autre jour, j'ai annoncé les infos avec. Comment il s'appelle Le joueur de foot. Oui. Antoine Dupont. Avec Antoine Dupont. Joueur de rugby. Parce qu'il y avait un. Bref. Il y a toujours un jeu d'ailleurs. Vous Ça pouvez arrive. toujours jouer hein, Oui. sur Sud Radio, j'allais dire RMC. Il suffit, avec un code, vous tapez le code, vous allez sur le site internet et vous pourrez gagner une rencontre et le maillot. Et puis on peut saluer aussi les nouvelles régions Oui, absolument. comme Lyon, il y a en ce moment, si vous allez à Lyon ou en province, puisqu'on parle beaucoup de la province avec cette émission, vous allez tomber sur des photos de Valérie Expert dans votre abribus. D'accord. Ah, ok. Et si vous Il n'y prenez a en pas photo, que moi, il y a tous les copains. Il y a tous les copains, il y a évidemment. Jean-Jacques Bourdin. Il y a... Mais moi, c'est moi qui Voilà. moi, je m'intéresse Voilà. à vous. Donc, Voilà. si vous vous prenez en photo avec Valérie dans le fond, ou vous Philippe envoyez David la- et Cécile de Ménibus, voilà. Brigitte Lahaye, enfin bref, Patrick tout le monde est là. Roger. Voilà. Vous envoyez votre photo à Sud Radio et vous gagnez plein de cadeaux. Voilà, c'est Béziers, Cannes, Nîmes et Lyon. Et dans ces villes, vous allez voir. Ça tombe bien, j'y vais la semaine prochaine. Eh ben, vous verrez. alors, vous Cannes. vous prenez en photo. Ah bah voilà. Vous lui faites la bise sur le. Et vous, surtout, Faut il lui faire un bisou, faut lui faire Non, surtout non. vous publiez Faut publier avec les le photos. hashtag Parlons vrai à Lyon ou à Cannes ou à Béziers. Ok. Et vous nous le postez et vous pourrez peut-être gagner un cadeau. Ça dure Bref, combien de temps, Valérie? ça dure. Je crois que c'est 15 jours ouais, d'affichage, parce qu'on arrive sur le DAB+ de ces villes. D'accord. Donc voilà. Allez, parlons. Alors pourquoi cette nouvelle émission Mais qu'on va pourquoi découvrir ce soir, la meilleure cuisine régionale, c'est chez moi. Ça démarre avec la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce soir, 17h30. Vous êtes avec Johan Comte, donc il y a 2 étoiles. Personne formidable. Incroyable Vraiment. personnalité. Alors pourquoi vous avez accepté de reprendre une émission alors Ah oui, qu'effectivement... la question, tout le monde ouais. m'avait dit. Bah, la boulangerie, la mère boulangerie, ça faisait 7 ans. Ouais. Et c'est une émission qui se tourne en temps réel. C'est-à-dire que vous partez le dimanche soir de
chez vous. Vous tournez le lundi matin et vous rentrez chez vous le samedi soir. Quand vous faites ça entre 15 et 19 semaines minimum, vous n'avez pas grand-chose à faire derrière, si ce n'est que d'empiéter encore plus sur votre vie privée. Donc les projets, à chaque fois je les reportais, les restaurants, plein de choses, j'avais plein d'envie et j'arrivais plus. Ouais. Donc j'ai demandé à M6, ils m'ont dit écoute, ok, on comprend, et donc j'ai ouvert le Prince de Galles. Le Prince de Galles, c'est une ouverture, c'est 6 mois minimum. Donc c'est un hôtel, grand luxe à Paris, où vous avez ouvert une brasserie. Exactement. Oui, une brasserie, pas l'hôtel. Voilà, 50 couverts. On fait une cuisine qui me semble juste à travailler et qui me demande pas autant de temps qu'un étoilé Michelin. C'est pour ça que je dis que je voulais pas d'étoilé Michelin. Ouais. C'est parce que dès qu'on réfléchit à un plat, on va réfléchir à sa justesse. La mayonnaise, par exemple, pour les œufs mayonnaise, le poireau, on va travailler sur la justesse et la technique. Point. On n'a pas besoin de tout l'apparat qui va autour. Donc réfléchir à la vaisselle, au vin. On a des vins de table, on a des vins super sympas qui vont avec tous les plats. Et c'est pour ça que j'ai choisi de reprendre le 19.20 et une cuisine de bistrot avec un prix abordable. Et puis surtout, c'est que ça fait du bien de reprendre la cuisine, d'être avec ses cuisiniers, ses équipes, vivre un peu le stress, la tension, mais encore une fois toujours un peu détendu et dans la capacité d'avoir une vie à côté. Moi j'ai toujours aimé ça depuis que j'ai fait de la télé, c'est d'avoir mon occupation première, c'est la cuisine, et ensuite de pouvoir faire à côté. Mais vous aviez dit que vous mettiez un peu en stand-by la télé, et donc cette émission-là, pourquoi avoir dit oui? Il s'est passé quasiment presque un an entre le moment où j'ai dit ça et que j'ai ouvert le restaurant, quasiment presque un an, parce qu'une émission ça se prépare. Et ensuite, quand M6 et Studio 89 sont venus me voir, j'ai dit écoute, moi ce que j'aime, je suis en plein dedans, je fais du bistrot, ce qui m'intéresse c'est la région. En fait, aujourd'hui on parle de toutes les régions, tous les pays autour de nous, parce que on a l'impression qu'on est en manque de fun, en manque de kiff, et je trouve que dans nos régions, si on va bien chercher, on va trouver des plats fantastiques, lesquels on a l'impression qu'on veut un peu les oublier ou elles nous font plus rêver, et arriver dans ces régions-là, dans ces petits villages, on se rend compte qu'il y a des petits Gaulois un peu partout qui eux résistent à cette tendance du toujours plus moderne, toujours plus fou, plus extraordinaire. Et en fait, on se rend compte que l'histoire de la cuisine française, elle est quand même pas mal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les mamans ou les papas savent encore faire de la blanquette de veau ou du bourguignon? Eh ben, on y revient. Alors, je fais pas de pub. Moi, j'ai fait 2 ouvrages. Là, le deuxième est sorti il y a une semaine, où je fais justement que des plats. C'est quoi votre ouvrage? C'est chef de famille, mais bons petits plats. Donc, on part sur des cuisines de bourgeoises, de ménagères, que j'ai un peu customisées. Là, je fais un gratin de polenta avec une concassée de tomates, simple. Je fais des choses hyper simples. Et en fait, je me rends compte que on n'a rien inventé. Ça vient de nos petits villages, ça vient de notre histoire aussi. Et ce qui est intéressant dans ces villages, je reviens là-dedans, c'est toute l'émulation qui tourne autour de ces plats. Un éleveur de cochons. Là, on a vu que l'ail, on appelle ça souvent une gousse d'ail, mais en fait, c'est un cailleux. Enfin, il y a plein de gens qui ont oublié comment étaient faits les produits avant de les manger. Ouais, et donc là, vous allez faire le tour des régions. On commence avec, il y a des recettes, en tout cas des recettes, c'est incroyable. La soca dans la cheminée. La soca avec le poivre sorti comme ça, vraiment qui lèche la flamme. On a ce plat en tôle qui est balancé comme ça avec cet appareil à farine de pois chiche et un bouillon. On envoie ça, on sort. On a des raviolis qui ont l'air incroyables. À Nice, on le sait tous, on a des très bonnes spécialités de raviolis qui sont incroyables. Vous allez découvrir Miss Ravioli qui fait ses raviolis elle-même à la main. Elle nous a conquis. Et puis c'était important aussi d'être avec Johan Comte, un chef 2 étoiles qui vient d'Annecy, un chef que j'aime d'amour parce qu'il est totalement lunaire. Moi je le compare toujours un peu avec Alain Manoukian dans Popstar. Là. Et Johan, il a cette faculté d'attendrir les gens par des mots incroyables. Mais moi je connaissais pas ce côté. C'est très lactique, c'est très salivaire. J'adore ce mec-là. Il a des termes très drôles. Comment un petit Parisien ose juger un aïoli? Le Parisien, il bosse, c'est-à-dire que quand je pars en tournage et que je ne connais pas d'où des spécialités, je fais des recherches, beaucoup de recherches, savoir même les petites légendes urbaines. Parce qu'il râle, le Marseillais. Oui, ce que j'allais dire, ils sont pas commodes, ils sont pas commodes, ils sont fiers. C'est ce quand qu'on vous amène son aïoli et que vous regardez comment est l'aïoli et que vous trouvez l'assiette un peu chiche, il se laisse pas faire. Oui, bien sûr. On est dans le village de Marcel Pagnol, on est dans le 13e arrondissement. Je sais même plus quel arrondissement c'est dans Marseille, mais je savais même pas que c'était aussi loin comme ça, dans un côté très vallonné. Le village est magnifique et on a des gens qui sont c'est les gardiens en fait, les gardiens de ces recettes. Et donc ils veulent pas qu'on y touche, ils veulent même pas savoir ce qu'on pense de ça. On doit le manger et puis c'est tout, tais-toi. Et donc moi j'arrive là-dedans avec ma grande gueule, ma grande gouaille et je les mets un peu à défaut. Et voilà, mais et puis après il nous a fait des alouettes.
Bon, ça c'est dingue. Ah ouais, et ça, derrière, c'était on a assez le boucher dingue, hein. derrière nous qui nous explique comment il fait le bœuf, c'est incroyable. Alors Marie-Christine, elle nous dit, désolée Valérie, mais l'émission a été diffusée déjà la semaine dernière en Oui. Occitanie, Oui. pardon, Oui. avec une victoire dans notre très beau département du Tarn. Parlez à Norbert de la soupe à l'ail rose de Lautrec. Ah oui. Et elle dit, moi qui ne regarde pas ce type d'émission, je suis accro. Alors c'est quoi la soupe vous connaissiez? Voilà, le petit parisien, le petit chef parisien du bistrot, il arrive et le mec, on est perdu dans un village, il y a 70 âmes. Hein. Il y a même sa grand-mère, le monsieur doit avoir 60 ans, il y a sa grand-mère. Donc vous imaginez le nombre de générations qui a assis autour de nous, et il nous fait une soupe avec un bouillon, de l'ail, et il nous rajoute de la mayonnaise. Ouais. Ah. Et là, je bug total, mais c'est super bon. Et c'est des méthodes dans lesquelles nous, on a peut-être oublié, occulté, ou qu'on n'a pas marqué dans nos livres, dans nos grimoires de recettes. Et franchement, t'as l'impression que tu vas vraiment sentir fort, très fort de la bouche, mais pas du tout. C'est agréable avec ces petits vermicelles. Et surtout, ce qu'on apprend, c'est que tout est fait localement. Et là, avec les raspunchous, on est parti chercher des raspunchous avec Gilbert. C'est quoi des raspunchous? Alors, on peut pas le dire. Enfin, je vais le dire. On appelait ça les herbes aux femmes, les herbes des femmes battues. C'est-à-dire que quand elles avaient des bleus, on le passait et puis ça enlevait les bleus, ça atténuait les bleus. C'est des asperges sauvages, incroyables. Et là, je suis avec Johan Comte, qui est quand même le spécialiste des herbes et des fleurs en Haute-Savoie. Et là, on se fait une battle de celui qui va en trouver le plus, et on rigole et on passe un agréable moment. Et on a vu une dame qui nous a fait le pastis. Ah oui, le vrai pastis. Cette croustade, elle le tire sur la nappe comme ça, cette pâte juste avec de l'eau, de la farine, et elle nous tire ça sur la nappe. Et c'est magnifique. Elle nous a fait une brouillade d'œufs, j'ai chialé. La brouillade que j'ai pu manger chez des grands chefs, on va dire en Bourgogne, et ben cette brouillade, on l'a retrouvée faite à la fourchette, avec des morceaux d'œufs cuits comme ça, et un peu laiteuse, et de la truffe. C'est pas pour le côté truffe, mais c'est la façon dont elle l'a fait. Et cette dame, elle a repris l'affaire de sa tante. C'est ça, c'est que c'est aussi une histoire de transmission et de transmission de génération à Marseille. Pour le coup, l'épisode que j'ai vu, c'est vraiment ça. Faut venir le vivre. Le parquet est dentant, donc il flotte de partout. Vous avez l'impression que vous allez vous casser la figure. Les armoires, quand vous asseyez, elles bougent, elles tremblent. Il y a une histoire, une osmose. C'est vraiment des temples d'histoire, parce qu'on nous racontait des choses incroyables. Les raviolis dont parlait Valérie, c'est une transmission. C'est des anciens propriétaires qui lui ont dit, on te vend, mais tu laisses à la carte ces fameux raviolis. Ce qu'on va voir, les jeunes là, en plus ça a été l'un de nos premiers restaurants dans toute cette saison, c'est que le restaurateur, on a des amis en commun. On a des amis en commun aux États-Unis. Enfin, la cuisine est totalement dingue. Elle n'est pas réservée exclusivement qu'à une élite. C'est une grande famille. Et donc, on a passé un moment où il nous fait ses pâtés, où il nous fait la soca, où il nous fait l'accueil incroyable. On y revient dans un instant avec vous, Norbert Tarrer. Donc, ça a déjà commencé, effectivement, mais on est sur une nouvelle semaine avec Provence-Alpes-Côte d'Azur, 14 au 18 octobre, 17h30 sur M6. La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Norbert Tarrer. Bonjour Norbert. Bonjour, je suis content d'être avec vous. Voilà, Norbert Tarrer, donc chef qu'on connaît évidemment très bien. Voilà, qu'on connaît très bien. La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi. Provence-Alpes-Côte d'Azur cette semaine. Ça a commencé en Occitanie. Heureusement que j'ai des auditrices fidèles qui regardent bien. Cuisine du terroir, amour du produit, fierté régionale. Toujours. Est-ce qu'il y a une région que vous avez préférée? Vous n'allez pas me le dire, mais je pose quand même la question. Moi, je suis pas objectif parce que j'adore la Bretagne, mais après on a des très belles régions comme la PACA avec un univers. Mais toutes les régions sont belles. Alors en Bretagne, vous avez mangé, parce que là nous on a vu PACA, les deux premières de PACA avec Valérie en Bretagne. J'aurais dû me taire, je vais spoiler. Bah spoiler. On a découvert des gens qui sont pas forcément des restaurateurs et qui font des métiers de bouche incroyable, et j'ai pu amener Johan Comte, qui est d'origine bretonne, lui est né à Brest, et je l'ai amené dans une petite ville j'aime beaucoup aller, c'est Dinan. Et là, on va découvrir une femme qui va m'apprendre à faire un vrai caramel à la bretonne, et non pas un caramel façon grand chef, où elle fait fondre d'abord son beurre et son sucre et qu'elle monte en caramel, et ça a été incroyable. Et je pense que j'ai jamais mangé autant, aussi. Enfin, en fait, la culture de la crêpe, souvent c'est franchisé. Et là, j'ai jamais mangé des crêpes aussi bonnes. Comment a été faite la sélection des endroits où vous vous rendez? Un casting incroyable. C'est un casting où en fait, des fois, ils sont même pas répertoriés sur des grands guides, la fourchette ou des choses comme ça. Et ils ont été dénichés ça sur des candidatons, des sites, des avis, parce que ces restaurants-là, généralement, on n'arrive pas beaucoup à les trouver. Est-ce que finalement, il faut mieux aller voir ces restaurants que ceux qui sont dans le Michelin? Finalement, est-ce que
c'est pas là où on mange le mieux pour pas si cher que ça. Je pense que même les grands chefs ont besoin de ces petits restaurants historiques avec des traditions pour pouvoir s'en inspirer. Il y a plein de chefs, même Johan Comte. Johan Comte, c'est le genre de chef qui va te ramener dans des petits hameaux, des petits refuges comme ça, pour découvrir justement l'essence même de la recette, pour pouvoir après lui la retranscrire. C'est ce qu'on fait avec nos producteurs. On aime aller voir nos producteurs. Je pense, Johan, on a le même producteur, c'est Monsieur Jacquet, qui est un pêcheur de Ferrat et d'Omble Chevalier. Et si tu veux travailler avec lui, il fallait se lever à 3h du matin sur son bateau, aller chercher le poisson. Ah ouais. Donc voilà. Et je pense que tous les chefs ont besoin d'avoir des référents culturels et originels dans cette cuisine-là. Donc non, c'est pas mieux. C'est que ce qui est intéressant, c'est de voir les deux. C'est de voir la souche de la cuisine et revue par un chef. Et voilà. Quand M6 propose cette émission, ça correspond aussi à une tendance de fond du goût des Français et du goût en général, c'est-à-dire que on en a peut-être un petit peu marre des restaurants chichiteux, ce que j'appelle chichiteux. Alors il en faut pour tout le monde, mais on sent qu'on retourne de plus en plus vers cette cuisine de tradition. Je sais pas si vous le savez, Valérie, moi je suis l'enfant de la balle de Bernard Loiseau. Ouais. Et Bernard se battait un peu contre ces mouvances où il disait un jour on nous fera bouffer les rideaux. Ouais. Et cette phrase-là, elle m'est gravée dans la tête parce que même moi j'en ai fait mon fer de lance des fois de faire des belles décorations. Pas au détriment de la cuisine, mais toujours attirer le chaland pour une belle décoration, une belle atmosphère. Et là, on voit qu'en fait, ce qui compte, c'est toute l'ambiance l'humain qui apporte son ambiance et le cuisinier. Et on oublie des fois les décos un peu kitschouilles, mais parce qu'on se régale, parce qu'on amène une vraie valeur ajoutée sur l'humain. Moi, je le dis souvent, on a besoin de l'élitisme de ces grands chefs 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. On a besoin parce que c'est notre référent. Mais derrière, on ne doit pas oublier le fond. C'est toutes ces bases de cuisine. Tous ceux qui font vivre la cuisine française. Et je pense qu'aujourd'hui, si on perd ce patrimoine, on perdra notre grande cuisine au détriment de partir sur des cuisines mexicaines, des cuisines asiatiques, un peu tout. Moi, je suis d'accord pour que tout le monde vive et réalise sa propre cuisine parce que je suis chef. Mais si on est en France, on doit faire vivre le patrimoine français. C'est le plus important pour moi. Et garder nos traditions. Mais vous avez été critiqué pour amener un œuf mimosa et un poireau dans un hôtel 5 étoiles, dans un palace. Oui, j'ai même été... je suis fier de vous le dire, j'ai même François Simon qui est venu, apparemment je l'ai servi, mais je ne sais même pas à quoi il ressemble ce monsieur, et il a dit qu'il était, il est venu une semaine après l'ouverture, monsieur, alors je l'invite à revenir, monsieur François Simon, s'il nous écoute. Qui est un critique qui cache son identité, etc. Est-ce que je reviendrai? Je sais pas. Non, mais c'est très drôle. Et donc il vous a allumé. Il m'a allumé plus sur le côté un peu télé, un peu influenceur, donc je le dis devant tout le monde là, à la radio. Moi, je lui ai envoyé un message sur son Instagram et je lui ai dit, écoutez, monsieur, quand on a plus de 200-300 000 followers qui vous suivent, vous êtes comme moi un influenceur. Donc, j'ai fait, c'est quand même l'arroseur arrosé, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Non, je pense que... Mais j'étais pas dans... J'étais fier qu'il vienne. Honnêtement, s'il nous entend ce matin, monsieur François Simon, vous revenez quand vous voulez. Je trouve il vous a critiqué pourquoi? Pour le menu, justement? Oui, on manquait de maturité. J'avais une semaine. Alors moi, j'ai vomi 3 semaines avant de l'ouvrir, le restaurant. J'étais pas bien. Faire des carottes râpées, un céleri rimoulade avec des œufs de brochet fumés, un poireau vinaigrette, vous imaginez bien qu'on recommence à la base. C'est ce qu'on apprend en CAP, en cuisine, de faire ça. Donc bien sûr que j'avais les tripes dans tous les sens. Mais de savoir qu'il est venu et qu'il est venu goûter ma cuisine. Il a pas été trop méchant sur ma cuisine. Il a trouvé que j'étais un peu trop exubérant parce que c'est moi qui viens servir les gens. Ah, d'accord. C'est ce qu'on retrouve dans ces fameux restaurants. Mais regardez, l'œuf mimosa, vous avez un restaurant qui s'appelle Mimosa à Paris. Jean-François Piège qui fait de l'œuf mimosa l'alpha et l'oméga de sa cuisine. Vous parlez d'un monsieur que j'aime beaucoup, Jean-François Piège, pour moi, qui aujourd'hui a fait la poule au pot, des cover grill. C'est un chef qui a 2 étoiles et qui va justement se remettre dans des univers très tradis. Ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, Jean-François, pour moi, c'est l'un des chefs aujourd'hui qui exprime le mieux la cuisine française dans son classicisme. Il y a d'autres chefs, Emmanuel Renaud l'a fait en Haute-Savoie. Il y a plein d'autres chefs Georges Blanc d'ailleurs, on l'a souvent décrié à un moment en 2001 quand El Bouli est arrivé avec la cuisine moléculaire. On nous a mis à mal la cuisine française. Je pense que les autres pays étaient en mal d'existence, d'augmentation. Mais on a le pays le plus sincère dans la cuisine, c'est que nous, on détient toutes les sauces. On a le pays où on fait des sauces magnifiques. Vous prenez l'asiatique, vous faites des mélanges de sauces, mais c'est déjà des sauces industrielles quasiment. D'accord. Vous avez les Japonais, c'est toujours une belle fermentation de sauce soja. Vous avez voilà. Mais quand vous prenez avec une française, le fond de veau, le fond blanc de volaille, toutes ces sauces, ces glaces, ces demi-glaces qui vont arriver avec des infusions de champignons et de vin rouge qui auront fait suer des échalotes et vous mélangez ça et vous avez des sauces Bercy, On a le patrimoine culinaire mondial le plus dingue parce que nous en plus on est dans le carrefour de tout ce qui s'est passé dans l'immigration, la route des épices, tout ça.
incroyable. Donc je dis que je suis fier des autres cuisines, mais avec une française, on a encore. Vous l'avez connu, Bernard Loiseau? Ah oui, c'est lui qui m'a embauché. C'est lui qui avait découvert que j'avais fait un faux CV et qui m'a embauché pour mon audace. Fait un faux CV. Qu'est-ce qu'il y avait sur vos CV? J'avais marqué que j'ai travaillé chez Bocuse. Alors je sais même pas qui était Monsieur Bocuse à l'époque. J'ai marqué Georges Blanc, Westermann et Berlin. Mais j'en ai tellement marqué que le mec m'a dit mais attends, en 3 ans t'as eu le temps de faire 12 restaurants, c'est impossible, à moins que tu t'aies fait virer à chaque fois. Et en fait il avait cramé parce qu'il avait appelé tous les chefs. Et il avait vu que j'avais menti, bien sûr. Et il vous a embauché quand même? Il adore l'audace. Il y a des chefs, vous savez. Moi, mais lui, pareil, c'était un personnage incroyable. Monsieur Loiseau. Un talent. Monsieur Loiseau, je pense que c'est un peu comme des grandes figures aujourd'hui, comme Coluche ou Balavoine. Je pense que si ces chefs-là étaient là aujourd'hui, on aurait cette forme de protectionnisme de la cuisine française, sans vouloir empêcher les autres de venir en France, mais surtout de faire briller la cuisine française. Elle est tellement belle. Manger une bonne béarnaise aujourd'hui. C'est compliqué. Même pour le restaurateur, il a envie de la faire des fois, mais on utilise des subterfuges, des siphons, on monte ça avec le beurre frais parce qu'on n'a pas le temps de faire le beurre clarifié. Il y a plein de choses. Mais vous montrez, vous, des restaurants qui prennent le temps, qui travaillent, mais... Enfin, si on prend la région parisienne, mais même pas que la région parisienne. Moi, je suis allé à 2 heures de Paris. La Normandie. Non, plus vers le sud, vers le centre. Vous avez la salade de merde, comme aurait dit Jean-Pierre Coff, qui sort du sachet avec l'espèce de faux vinaigre balsamique. C'est pas possible non plus qu'on nous serve ça. Oui, mais alors là, excusez-moi, qui nous allège les charges et qu'on puisse augmenter les salaires. On paye. Vous avez baissé la TVA. Non, la TVA. Vous en êtes mis plein les poches. La TVA, ça c'est un virus. Ça on devrait la diminuer, cette TVA. On devrait faire. Moi, ils ont failli l'augmenter de nouveau. Baissons les charges salariales pour qu'on puisse dignement payer nos salariés. Mais à chaque fois, vous ne le faites pas. Les restaurateurs n'ont pas fait la baisse de la TVA. Je vais vous répondre, Gilles. On baisse la TVA et on a l'obligation, comme en Suisse, de faire des barèmes de salaire. Et on est obligé de payer à minima les salariés et tous les 3 ans ou 5 ans, on réévalue les salaires et on les augmente par obligation. Sinon, là, on est vraiment taxé pleine balle. C'est pas qu'à sens unique. L'État décide, nous on subit. Si on ne joue pas le jeu, dans ce cas-là, on se fait taxer. Il n'y a pas de problème. Mais faudrait-il encore avoir les moyens de la fonction publique aujourd'hui en 2024 pour le faire? C'est parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils sont encore, je crois, avec leurs règles et leurs stylos 4 couleurs en train de faire Norbert Tarrer, SARL. Non, faut qu'on mette des moyens aussi à la fonction publique pour pouvoir gérer tout ça. Mais je le dis, si vous voulez pas retrouver une salade de merde dans votre assiette avec ce caramel là, de balsamique, baissons les charges. Les jeunes ne sont même plus intéressés par notre métier de cuisinier. On a une recrudescence sur la pâtisserie, sur la boulangerie. Ça cartonne. Pourquoi? Parce que ça s'exporte super bien. Ça, c'est de l'art à la française. La cuisine française, excusez-moi, si on la mange pas en France, déjà, on perd un peu en dynamisme. Et si on la fait en France, faut payer dignement les gens. Ça coûte pas cher de faire une vraie mayonnaise. Ça coûte pas cher. Donc quand vous allez dans les brasseries à Paris, il n'y a jamais de vraie mayonnaise et ça coûte pas cher. Venez chez moi, Gilles. Venez chez moi, vous allez goûter une mayonnaise. Je vais venir avec Valérie. Non, il y en a, et heureusement qu'il y a des restaurants comme ça. Des brasseries, c'est une cata. Mais il y a des gens, quand même, faut se résoudre quand même à l'évidence. On peut plus embaucher. Vous savez ce que je parlais avec un autre chef. Je parlais avec Xavier Pincemain, Mohamed Chek, parce qu'on s'est vu la semaine dernière, et on a le même problème. Des fois, on doit prendre des raccourcis parce qu'on ne peut plus payer les gens pour faire des plats de pauvres. Alors les plats de pauvres, c'est ceux qui demandent le plus de temps. D'accord? Lever un filet de maquereau, tout le monde dit ouais, c'est facile. Ouais, mais va le désarrêter et fais-en pour 100 ou 200. Et qui va passer du temps? Et qui va le faire? Donc on est obligé des fois de sous-traiter. Mais bon, voilà, c'est mon avis, je le dis, si on nous baisse les charges, et pas que pour la restauration, même pour les boulangers, les pâtissiers, tout. C'est ça où le tissu de l'artisanat devrait être pris en compte et on devrait avoir une aide. Vraiment une aide là-dessus parce qu'on est en train de perdre aussi. Il y a plein de jeunes qui sont motivés et au bout d'un moment, ils se disent ouais, mais attends, pour 1800 balles par mois, je vois pas ma femme, je vois pas mes gosses, je suis pas en week-end, je travaille pendant que les autres sont en vacances, je travaille pendant qu'ils sont en week-end, et moi, quand il me reste un peu de temps, j'ai pas de thunes pour me faire plaisir. Donc c'est tout ça en fait sur lesquels on doit se battre ensemble sur l'artisanat. Mais c'est même les métiers de menuisier, tout ça, on doit tous se battre là-dessus. Juste dans les notes, pour revenir à l'émission, dans les notes, il y a l'accueil, mais l'accueil quand il y a les caméras, Norbert Tarrer et Johan Comte, il n'est pas pareil que. Mais on le demande, bien sûr que non. J'ai rarement vu des restaurants où t'as une. T'as toute la salle qui applaudit. C'est sympathique. Ça se fait dans un restaurant loin de
Paris, dans le 8e, là, qui est dans un grand hôtel, Ouais. où les gens, ils gueulent votre nom, où ils gueulent bienvenue en japonais. Ah voilà, voilà. Là, au bout d'un moment, moi, j'adore accueillir les gens, mais c'est vrai que quand tu manges. C'est un peu too much. En hein. contact accueilli, que ça fait 1 heure que t'entends à chaque fois qu'il y a un client qui rentre. Ouais. Namasté, nanana. Au bout d'un moment, tu dis, mettez un casque sur la tête, laissez-moi bouffer. Donc, non, Mais là, bien sûr que- l'accueil, il y a du monde, ils applaudissent, il y a- Oui. il y a les groupies. Hein. Bah, en fait, ils nous font Il y a vivre le un peu village, l'ambiance. oui, c'est ça. Ils nous font vivre l'ambiance. C'est Ça, le c'est village vraiment- qui est content de vous recevoir. C'est fictionné, mais après on passe dans le dur, on passe sur la cuisine. Mais j'adore moi voir les orchestres, les groupes comme ça. Non, mais c'est Donc, vraiment vous- sympathique. Vous hein. êtes fait une quinzaine de restaurants sans jamais payer la note. Alors évidemment que on n'a pas payé. Je sais pas si la production a payé, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ça a été très bon parce que j'ai pris 15 kilos. Johan il en a Non. pris pas loin Ah, aussi. c'était une autre question. Et au départ, on devait juste avoir la prod voulait qu'on mange une cuillère et qu'on arrête. Ouais. Mais c'est tellement bon que Ouais, tu... c'est ce que nous a dit Laetitia Milo la semaine dernière. Elle dit moi, Mercotte m'a dit tu goûtes seulement un peu et tu reposes. Mais c'est pas toujours facile. Quand c'est bon, Mais ça se on voit y pas. retourne. Vous avez perdu les 15 kilos. Ah oui, j'en ai perdu 8. Il m'en reste un petit peu à perdre 7 là. Allez, c'est donc tous les soirs sur M6, 17h30. La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi. C'est très sympa. Oui. Franchement, Ouais, c'est faut sympa. regarder. Et vous allez découvrir des recettes incroyables. Enfin, franchement, bravo faut à les vous. Et bravo Oui. à Johan Corte. Ouais, Merci. bisous, Johan. Et on se retrouve, nous, dans un instant pour les débats. Merci Valérie, merci Gilles. Ciao. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.